Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu d'altitude pour vous parler d'avions, de trafic aérien, de compagnies et de tous ceux qui avaient réussi à concrétiser l'un des plus grands rêves de l'homme, voler. Voler loin, longtemps, vers des terres inconnues ou des plages paradisiaques. L'aérien, les avions nous ont offert un monde à taille humaine. Un monde sans frontières infranchissables, sans limites. Un monde qui rapprochait les hommes et leur culture. Un monde accessible à tous. Puis un jour, un petit virus s'est immiscé dans cette mécanique parfaitement huilée. Un petit virus qui a transformé nos appareils en avions sans ailes, le personnel navigant en personnel absent. Absentes également les petites compagnies qui n'ont pas pu résister à cet arrêt brutal et soudain. Une quinzaine d'entre elles se seraient crachées cette année et plus d'une vingtaine sont en faillite. Alors oui, vous allez me dire, ils ne sont pas les seuls, toutes les économies sont touchées et vous avez raison. Et allons plus loin. Oui, un monde sans avion, sans trafic aérien est possible. Tout est possible. Mais à quel prix? Et par quoi le remplacer? C'est quelques-unes des questions que je vais poser à mon invité maintenant. Michel Polaco, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, spécialiste aéronautique et aérospatial. Vous êtes également écrivain, auteur. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le trafic aérien, les avions et plein d'autres choses. Une toute petite question rapide, là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. En supposant que je sois vacciné, que je remplisse toutes les conditions sanitaires, si demain je me rends dans un aéroport, est-ce que je peux prendre l'avion pour la destination de mon choix, comme il n'y a pas encore si longtemps? Eh bien, sur le principe, oui, vous pouvez prendre l'avion pour la destination de votre choix. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de lignes qui sont assurées par beaucoup moins de compagnies, et donc vous aurez peut-être du mal à trouver le vol qui vous convient. Mais alors, plus globalement, comment se porte le trafic aérien actuellement? On est à plus d'une année de monde sous Covid. On sait que l'aérien souffre énormément. Là, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut faire des distinctions entre les compagnies, je dirais, d'État, nationales, les petites compagnies, le trafic low cost, le trafic, le business, le vol d'affaires? Comment ça se vit? Est-ce qu'il y a des disparités selon les pays ou selon les activités? Alors, on ne peut pas faire vraiment de disparité entre les compagnies d'État, les compagnies privées, les compagnies à bas coût, les low cost ou l'aviation d'affaires. En revanche, on peut faire une distinction entre les compagnies des pays du Sud, et en particulier d'Asie, et puis les compagnies des pays du Nord, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Et il est vrai que dans les pays d'Asie, le trafic a repris assez vite après la première attaque du Covid, parce que la lutte contre le Covid a été très efficace. En revanche, dans les pays du Nord ou en Amérique du Sud, on l'a vu au Brésil, on le voit au Brésil en ce moment, la lutte a été beaucoup moins efficace et donc le trafic est globalement très perturbé. Si vous voulez des chiffres, on peut dire que en gros 80% du trafic dans les grandes nations, dans les grandes régions du Nord a été interrompu, même s'il y a eu une petite reprise l'été dernier, alors que ce n'est que 60% pour l'Asie. Juste une question, quand vous parlez de la reprise du trafic en Asie, on parle du trafic intérieur? Non, vous avez un trafic assez important, par exemple, entre la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, le Japon, la Chine, c'est-à-dire des pays qui, globalement, alors la Chine a été très touchée, mais ce n'est qu'une partie de la Chine qui a été très touchée, et puis finalement, elle a réussi à circonscrire assez rapidement le virus. Quant à d'autres pays comme Singapour ou Taïwan, par exemple, ou la Corée du Sud, ils ont réussi à presque passer à côté pour certains d'entre eux. Donc la situation est très différente avec, par exemple, l'Europe, où au contraire, tout le monde a plongé, ou les États-Unis, où tout le monde a plongé. Alors justement, on va revenir sur ce que vous êtes en train de dire. On regarde ce sujet de Camille Poilvet et on se retrouve juste après. Après plus d'une année de Covid, l'aérien est toujours embourbé dans une crise dont le secteur ne voit pas la fin. La pandémie a cloué au sol les avions de ligne, provoquant une crise inédite dans l'ensemble de la filière aéronautique. Et pourtant, il n'y a pas encore si longtemps, quotidiennement 31 000 vols étaient assurés sur le réseau européen. Un trafic qui, aujourd'hui, a baissé de 90%.
Pour l'IATA, l'Association internationale des transporteurs aériens, l'arrêt presque universel du trafic va coûter de plus en plus cher. Rien que pour Air France, on parle de plus de 7 milliards de pertes sur l'année 2020. Mais si Air France peut compter sur l'État et l'Europe, qu'en est-il des petites compagnies privées ? Hyper agiles, bien gérées et positionnées sur le secteur le plus dynamique, les low-cost courts et moyens courriers devraient être parmi les premiers à repartir. Idem pour les compagnies du Golfe ou de Singapour qui ont été abreuvées de subventions publiques. En revanche, pour les low-cost long courriers comme Norwegian ou AirAsia, la situation est périlleuse. Ils pourraient ne jamais s'en remettre. Pour le moment, et même si la crise du Covid-19 a joué un rôle d'accélérateur dans les mutations structurelles que connaît le transport aérien en Europe depuis 20 ans, même si elle sonne le glas de nombreuses petites compagnies, les hommes continueront à prendre l'avion tant qu'ils n'auront pas d'alternative, mais aussi parce que, comme disait Socrate, l'homme doit s'élever au-dessus de la terre, aux limites de l'atmosphère et au-delà. Ainsi seulement pourra-t-il comprendre tout à fait le monde dans lequel il vit, même si c'est un monde Covid. Michel Polaco, actuellement, là, on parle d'une situation compliquée à cause du Covid, mais peut-être qu'il serait bon de parler de la santé de l'aérien juste avant. Est-ce que l'aérien, dans sa globalité, se portait bien ou, comme on le disait tout à l'heure, il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres ? Alors l'aérien, avant la crise du Covid, se portait mieux que bien. Il se portait très très bien. Ça faisait une dizaine d'années que la croissance était de l'ordre de 5% par an. Ça veut dire que les compagnies aériennes, sauf celles qui commettaient des erreurs de gestion, il y en a toujours, mais globalement les compagnies aériennes allaient bien. Les constructeurs faisaient des cartons en termes de livraison, mais quand on dit des cartons, Airbus n'a jamais eu autant de commandes en réserve, en carnet, et n'avait jamais livré autant d'avions chaque année. Donc, si vous voulez, et Boeing, malgré les misères de son Boeing 737 MAX, avait aussi une trajectoire qui était absolument formidable sur le plan économique. Donc, du coup, les aéroports allaient bien, du coup, les sous-traitants se portaient bien, du coup, tous les systèmes de contrôle aérien, tous les fabricants d'électronique, etc., étaient en très bonne santé. Donc, si vous voulez, cette situation fait que tout le monde a été cueilli à froid par l'arrivée du Covid et que personne, évidemment, n'y était préparé, que le choc a été d'une brutalité absolument inouïe et en plus, il est terriblement durable. Ce n'est pas la guerre du Golfe, par exemple, qui a duré, en gros, on va dire 2 mois avec une crise de 6 ou 8 mois, ou l'affaire du 11 septembre 2001, vous vous souvenez, qui a tout bloqué pendant quelques jours et qui finalement a eu des répercussions pendant quelques mois. Excusez-moi, je vous coupe, mais là actuellement vous êtes en train de me dire qu'on est en train de vivre la pire crise que le secteur a jamais vécue de son histoire. Alors on peut dire qu'on vit la pire crise parce que depuis la guerre, on ne va pas parler de la guerre puisque pendant la guerre évidemment tout s'est arrêté, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, le transport aérien n'a pas cessé de croître, de se développer, et là il était arrivé à un moment de son histoire où la croissance était fantastique, avec des progrès dans tous les domaines, et notamment d'ailleurs dans le domaine de l'environnement, où on avait de plus en plus de compagnies en bonne santé, avec des avions modernes et neufs, des avions peu polluants, peu bruyants, et des projets formidables pour faire évoluer l'aviation de manière à protéger mieux encore le climat et la planète. Donc si vous voulez, vraiment tous les voyants étaient au vert, et d'un seul coup, brutalement, cet élan a été coupé. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que pendant cette période difficile, tous les acteurs du transport aérien ou de l'industrie aéronautique travaillent pour arriver à préparer un après qui sera peut-être encore meilleur, même si on va mettre un certain temps à le retrouver, cet après. Une question naïve, avec une compagnie aérienne, on peut gagner de l'argent ? Eh bien, on peut dire depuis quelques années qu'avec une compagnie aérienne, on peut gagner de l'argent. Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Et en Europe, on a vu pendant bien longtemps les compagnies aériennes, qui d'ailleurs étaient très souvent des compagnies d'État, vivre de subventions et bénéficier d'avantages absolument considérables. Et puis, c'était les États qui négociaient les droits de trafic, c'était des affaires diplomatiques d'État à État, etc. Et on va dire qu'il n'y a que les compagnies américaines qui, depuis longtemps, étaient rentrées dans un business model, dans un modèle économique
dans lequel il fallait être profitable pour arriver à survivre. Donc non, c'était difficile de gagner de l'argent. Depuis quelques années, on pouvait gagner de l'argent et regardez EasyJet, Ryanair et même des compagnies comme Air France, British Airways, etc. ont réussi à gagner de l'argent. Mais alors, justement, ça amène ma deuxième question. Vous étiez en train de dire que parfois, les compagnies, même souvent, ont été subventionnées par les États. Quel est l'intérêt pour un État d'avoir sa compagnie nationale, au-delà de l'aspect financier, qui, comme on vient de le voir, n'est pas toujours très avantageux? C'est quoi? C'est géopolitique? C'est diplomatique? C'est par rapport mondialement? Ça impose un pays d'avoir un avion Air France qui atterrit sur le tarmac de certains pays. Quel est l'intérêt pour un État d'investir autant dans une compagnie nationale? Alors, la politique du pavillon, pendant longtemps, c'était effectivement considéré comme une fierté d'avoir un beau pavillon national. Ça a été le cas, Lufthansa, KLM, Air France, Alitalia, Iberia, British Airways, etc. Mais si vous voulez, il faut quand même reconnaître qu'on faisait fi de la réalité de la question, c'est-à-dire de la liberté de manœuvre et de l'aspect, on peut dire, totalement stratégique. Car il est nécessaire pour un État de s'assurer que d'une part, ses citoyens, ses entrepreneurs peuvent se déplacer librement à travers le monde. Deuxièmement, qu'ils peuvent le faire dans de bonnes conditions financières. Et troisièmement, de soutenir une industrie qui est une industrie qui représente des sommes absolument considérables en termes d'argent qui circule. Et comme dirait l'autre, il vaut mieux enrichir des entreprises de son pays qu'enrichir des entreprises étrangères, notamment, on peut dire, l'industrie qui fabrique les avions, ce qui a été le cas pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France ou les États-Unis, qui, grâce au transport aérien et à leurs propres besoins d'avions pour leurs compagnies aériennes, ont réussi à financer une industrie qui représente des centaines de milliers d'emplois et qui représente donc une posture stratégique en termes de technologie et en termes de capacité industrielle qui est fantastique. On ne peut pas imaginer être obligé de dépendre de pays tiers, je pense à la Chine, pourquoi pas à une époque à l'URSS, etc., ou même aujourd'hui des États-Unis. On ne peut pas imaginer dépendre entièrement de pays tiers pour pouvoir faire voler nos citoyens, pour pouvoir faire travailler nos ingénieurs, nos techniciens, nos compagnons, pour avoir des bureaux d'études dans lesquels on fait de la recherche et du développement, et pour donc fabriquer des emplois à haute valeur ajoutée. Tout ça, c'est un système qui a une importance stratégique absolument considérable et qui dépasse très largement le simple intérêt de mettre son pavillon sur un avion ou de permettre à ses citoyens de partir en vacances avec un avion d'un pays qui porte les marques de son drapeau. Alors, vous le disiez, là, on parle du trafic aérien, des compagnies, des personnels navigants, mais l'aérien, ça n'est pas que ça. Vous le disiez tout à l'heure en début d'émission. L'avion, pour le coup, ce serait presque l'avion qui cache le tarmac. Derrière, il y a véritablement une économie tellement disparate et multiple. Pour qui vous êtes le plus inquiet, véritablement? Je pense qu'on peut être inquiet pour l'ensemble des personnels qui travaillent dans ce système de transport aérien. Il est bien évident que pendant des mois et peut-être quelques années, on va faire voler des avions plus petits, moins nombreux, donc on va avoir besoin de moins de personnel. Donc on va produire quand même un peu moins d'avions, on va en livrer un peu moins, donc toutes les entreprises sous-traitantes, tous les bureaux d'études, etc. Monsieur Polaco, tous ces gens-là vont travailler beaucoup moins. Excusez-moi, mais les aéroports feront toujours la même taille. Les avions... Hélas, et oui, parce que les aéroports, ils ont une taille critique eux aussi. Et si vous voulez, une entreprise, prenons l'aéroport de Paris, c'est plus simple pour nous, qui gère notamment en France les aéroports de Roissy, Charles de Gaulle et d'Orly, s'il y a 2 fois moins de trafic, ils ne peuvent pas amortir leurs frais. Et à quoi ça sert un aéroport sans avion? Continuer à employer 80 000 personnes. Un aéroport, c'est aussi une entreprise qui fait vivre, Aéroport de Paris fait vivre presque 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est pas rien. Si on passe à 50 000, on fait quoi des 50 000 autres? Bon, et c'est pas par hasard qu'Aéroport de Paris va gagner de l'argent en achetant des aéroports ou des parts d'aéroports en Turquie, en Grèce, etc., etc.
Donc, si vous voulez, ou dans les Émirats. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est une industrie. Et il est bien évident que quand on réduit la taille de l'industrie, on réduit la taille des sous-traitants, on réduit la taille de tous les participants. Et par exemple, l'administration qui aujourd'hui assure le contrôle de la navigation aérienne en France, il est bien évident que si elle a moins d'avions à contrôler, elle a besoin de moins de contrôleurs, donc elle va former moins de contrôleurs. Donc les écoles qui forment les contrôleurs vont avoir moins de travail, etc., etc. Si vous voulez, en cascade, on peut dire qu'aujourd'hui, on commence à voir les premières écoles de formation de pilotes qui font faillite. Parce qu'on s'attendait à être obligé de former 500 000 pilotes pour assurer les besoins en 2025 et qu'aujourd'hui, il y a des pilotes au chômage partout et que les écoles qui forment des pilotes, en ce moment, il y a un grand nombre qui n'ont plus de boulot. Alors, vous venez de le dire, l'aérien, c'est un monde dans un monde. Ça comprend énormément de secteurs d'activité différents. Donc, on a du mal à imaginer qu'un monde sans avion puisse exister. Vous le savez, Télésud est très présente en Afrique. Notre correspondant au Togo est allé tendre son micro dans la ville de Lomé, est allé demander à certains Togolais qu'est-ce que pourrait être un monde sans avion et est-ce qu'ils pensent que ça puisse être possible. On les écoute. Nous vivons dans un village planétaire. Le monde est aujourd'hui considéré comme un village planétaire. Et vous n'êtes pas sans savoir que chaque pays vit des échanges commerciaux avec les autres. Et pour des échanges commerciaux, on n'a pas besoin que des bateaux, on n'a pas besoin que des voitures, on a aussi besoin d'avions surtout. Et on en a forcément besoin. Dans le monde au 21e siècle, on ne peut pas se passer de l'avion. L'avion est incontournable aujourd'hui en termes de transport. Mais au même moment, il faut souligner que le prouesse en termes de progrès de la science et de la technologie ne font pas uniquement que du bien à l'humanité. Quand on va un peu à l'intérieur de nos pays, où il y a des paysans qui sont là, ils n'ont jamais connu ça. Aujourd'hui, ils vivent très bien. Ils ne se posent pas la question pour dire que je vais monter dans l'avion aujourd'hui ou pas. Donc, ils vivent très bien. Ou bien on tient plus compte des normes environnementales, de la protection de l'environnement. Il faudrait s'imaginer s'il y aurait une possibilité de pouvoir innover dans le domaine de l'aéronautique. Aujourd'hui, on parle de certains objets, certains engins qui respectent plus les normes environnementales. Donc, si on pourrait toutefois créer des avions, bien peut-être à moteur électrique ou bien des innovations, l'homme a le potentiel au fait. Bon, je dirais clairement que ce sera compliqué de vivre sans avion. Je pense qu'aujourd'hui, l'avion reste un moyen incontournable dans la vie de nos populations, que ce soit des pays ou des particuliers, parce que c'est quelque chose qui réduit plusieurs situations. Déjà, le côté sécuritaire, ça permet, on sait que c'est le moyen le plus sécurisé de transport. Et puis après, encore plus en termes de durée de voyage et tout ça, ça réduit. Quand on prend le bateau, c'est avec plusieurs semaines, plusieurs mois après qu'on arrive à destination. Et si on parle de la route, c'est encore beaucoup de situations. Donc moi, je pense que c'est le moyen idéal ou incontournable dans la vie des populations. Et donc penser à le supprimer, ça va être quelque chose d'irréaliste ou d'irréalisable. Michel Polacco, l'avion, c'est encore une nécessité pour une immense majorité de gens dans le monde, on vient de l'entendre. Mais il y a quand même cette notion d'environnement. Est-ce que vous ne regrettez pas que l'opinion publique mélange un petit peu tout en ce moment entre les normes sanitaires pour prendre l'avion à cause du coronavirus, le fly shaming, c'est-à-dire honte à ceux qui prennent l'avion parce qu'ils polluent la planète. On a l'impression qu'un peu... Il y a une brèche qui s'est ouverte pour les anti-avions et tout le monde tire sur l'ambulance. Vous ressentez ça un petit peu aussi ? Il y a une confusion, un mélange des genres ? Oui, je le ressens très bien, mais si vous voulez, je pense que sans l'avion, nos pays seraient des prisons. Imaginez que vous ne puissiez plus franchir nos frontières pour vous éloigner vraiment, sauf à aller en Italie, en Suisse, en Espagne, en Belgique. Vous passez par le tunnel sous la Manche. Ça n'est pas imaginable aujourd'hui pour des raisons culturelles. On a besoin de se rencontrer. L'avion relie les hommes. Et comme le disait l'un de vos interlocuteurs à Lomé, il est bien évident qu'on ne va pas remettre en service des cargos et des paquebots qui d'ailleurs consomment énormément de fuel et sont encore et beaucoup plus polluants
que les avions. Et vous savez que la marine commerciale, aujourd'hui, est un des pires pollueurs du monde. Non, je crois qu'il y a une confusion qui est organisée et entretenue dans l'esprit des gens, peut-être parfois par mauvaise intention et peut-être parfois par bêtise, car l'aviation fait des progrès sans cesse. Tous les 20 ans, on peut dire qu'on divise par 2 les émissions de CO2 et on divise par 2 le bruit que font les avions. Les progrès sont en croissance vraiment logarithmique, c'est-à-dire exponentielle. Oui, il y a l'environnement qui crée des contraintes et c'est logique parce qu'il est normal qu'on préserve la planète et que chacun d'entre nous le veut. Mais en même temps, on a envie de pouvoir bouger et je ne vois pas pourquoi on serait condamné à rester sur notre continent ou à ne se déplacer au prix de mouvements qui dureraient des semaines ou des mois. Tout le monde n'a pas des TGV. Justement, on parlait de l'Afrique. Regardez, l'Afrique est une région du monde dans laquelle il y a beaucoup d'échanges, qui est en train de se développer à une vitesse assez importante. Dans ces pays, l'avion est un moyen d'échange et de déplacement vital et considérable. Les États-Unis n'ont pas du tout l'infrastructure ferroviaire que possède l'Europe. Aux États-Unis, on ne peut pas imaginer vivre sans avion. Non, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'on utilise les outils modernes que nous offre la technologie, que l'avion en fait partie, que l'avion doit évidemment devenir de plus en plus sage et de plus en plus propre. C'est ce qu'il fait, c'est ce que font les compagnies aériennes, les constructeurs. Faut lui laisser du temps. Pourquoi devrait-on, au XXIe siècle, tout décider et tout faire en 10 ans, alors qu'on a parfois mis des siècles pour faire beaucoup de choses. Donc Michel Polaco, ce n'est pas obligatoirement l'urgence. Je vous sens un peu agacé, justement. J'ai l'impression que vous en avez marre qu'on vous rabatte un peu les oreilles avec des faux problèmes, en fait, et des faux motifs, c'est ça ? Non, les motifs ou les problèmes, je ne les nie pas, je nie le calendrier. Si vous voulez, quand on me dit il faut des avions à hydrogène, pourquoi pas? J'ai rien contre les avions à hydrogène et peut-être qu'il y en aura un jour. Cela dit, le dossier, il mérite d'être travaillé sérieusement parce que c'est très complexe. Et de toute façon, il n'y aura pas d'avion à hydrogène avant 2040 ou 2050. Alors, c'est pas la peine de faire des misères aux aviateurs d'aujourd'hui dont on a besoin et aux avions d'aujourd'hui dont on a besoin. Ils nous rendent bien service, il faut savoir les aimer et il faut leur être reconnaissant de nous amener à bon port en sécurité. Ça, c'est important. Voilà. Et puis après, oui, on va mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour arriver à se déplacer de manière plus propre, encore plus propre, parce qu'on le fait déjà, encore plus propre, et ce sera très bien, mais donnez-nous du temps. Alors, vous parliez tout à l'heure des TGV, des avions, mais il semblerait qu'il y ait un projet qui soit un peu un mix des deux. On parle de l'Hyperloop. Alors, est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est un fantasme? Peut-être rappeler ce qu'est l'Hyperloop? Alors, l'Hyperloop, c'est un principe qui consiste à faire déplacer des mobiles dans des cylindres, en utilisant des coussins d'air, si on peut dire, avec des moyens de propulsion qui restent à inventer et qui seraient des moyens de propulsion par induction électromagnétique ou des phénomènes de ce genre-là, encore une fois, qui restent à inventer. Ça veut dire que ça n'existe pas encore ? Ça n'existe pas, du tout. Hyperloop, ça n'existe pas. Mais Hyperloop, demain, vous prenez un tuyau, vous mettez un truc à un bout, vous le poussez à l'autre bout et vous dites aux gens, vous avez essayé Hyperloop. Mais vous n'avez rien essayé du tout. Il faut savoir que l'aérotrain qui a été inventé par l'ingénieur Jean Bertin et sur lequel on a commencé à faire des travaux à partir de 1967 et pour lequel on a fait même une voie spéciale entre Orléans et le nord d'Orléans sur une douzaine ou une quinzaine de kilomètres pour faire fonctionner cet aérotrain, on peut dire voler cet aérotrain si on veut, puisqu'il était sur coussin d'air. Ça a été un échec commercial, ça n'a pas été choisi à l'époque par l'État français pour développer des trains à grande vitesse, on a choisi plutôt la formule du TGV, et il faut reconnaître que si vous voulez, c'est d'une grande complexité. Trouver le moyen de propulsion qui n'est pas du tout polluant, on ne l'a pas. Trouver le moyen de sustentation qui ne demande pas une énergie astronomique, on ne l'a pas. Donc Hyperloop, pour l'instant, il faut être toujours très poli avec les projets, avec
comment dirais-je, les rêves. Les rêves finissent par se réaliser, les projets finissent un jour par se réaliser. Hyperloop existera peut-être un jour. Je ne pense pas que moi je le connaîtrai. Je pense que pour l'instant, c'est une idée qu'a Elon Musk, et on peut être poli avec lui parce que c'est quand même lui qui a réussi à mettre notre ami astronaute Thomas Pesquet sur orbite et à bord de la station orbitale il y a quelques jours. Donc oui, Elon Musk est un homme qui a des idées. Quand il parle d'Hyperloop, après tout, peut-être qu'il arrivera, lui ou ses enfants, à y mettre ce qu'il faut, l'argent, la technologie, pour qu'un jour ça existe. Mais enfin, pour l'instant, ça n'existe ni de près ni de loin. Allez, avant de terminer l'émission, une dernière fausse bonne idée, quoique, l'avion tout électrique, est-ce que c'est possible ? Gros porteur, hein, j'entends. Si vous voulez, l'avion tout électrique biplace qui tient 45 minutes en l'air, ça existe aujourd'hui, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Parce que même pour donner une leçon de pilotage, il faut quand même 1 heure, 1 heure et quart, donc pour l'instant on n'y arrive pas. Mais enfin bon, dans quelques années on va y arriver. L'avion de transport régional hybride avec électricité, carburant fossile ou des choses dans ce genre-là, ça va sans doute exister d'ici une dizaine d'années. Le gros porteur, je n'y crois pas pour au moins 20 ans ou 30 ans. J'ai entendu des gens parler d'avions de 200 places fonctionnant à l'électricité en 2025. Il n'y aura pas d'avion de 200 places fonctionnant à l'électricité en 2025. Ni si même par 200. hasard il y en a en 2035, ni même 200 places. Ouais. Et s'il y en a en 2035, ce sera déjà un beau succès, une belle réussite. Reste à démontrer quand même que c'est un vrai progrès. Il y a peut-être d'autres hypothèses que l'électricité, je ne sais pas. On va peut-être inventer un de ces jours la dématérialisation des êtres humains pour leur permettre de se transporter. Si vous voulez, le monde nous réserve peut-être des surprises auxquelles nous n'avons pas songé, et toutes les inventions du XXIe siècle ou du XXe siècle n'avaient pas obligatoirement été prévues au XIXe ou au XVIIIe. D'accord. Donc là, Star Trek, Kirk à l'entreprise, et déportations, on verra ça plus tard. Michel Polaco, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Je rappelle votre dernier ouvrage chez Hachette. Pourquoi des avions s'écrasent-ils encore ? C'est une très bonne question et je suis sûr qu'on a toutes les réponses dans cet excellent livre. Et puis également, on peut toujours trouver une brève histoire de l'aviation chez Jean-Claude Béat, éditeur. C'est ça, on est bien d'accord ? Absolument, et merci beaucoup. Michel Polaco, c'était un plaisir de discuter avec vous des avions et de l'aérien. On se retrouvera, je l'espère, bientôt assis côte à côte pour une destination de notre choix. D'ici là, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.